Si vous avez plus de 60 ans et que vous vivez seul, ou même que vous passez une partie de vos journées seul, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Parce que lorsqu'il s'agit d'un infarctus, le plus grand danger n'est pas toujours la douleur elle-même. Le plus grand danger, c'est l'hésitation. Ce sont les minutes perdues. C'est ce moment où quelqu'un sent que quelque chose ne va pas, mais reste assis en espérant que cela passe. Et cet espoir peut tuer. Je veux être très clair dès le début. Un infarctus n'est pas le moment d'être dur avec soi-même. Ce n'est pas le moment d'être poli. Ce n'est pas le moment de se demander si l'on va déranger un voisin, inquiéter ses enfants ou faire trop de bruit pour rien. Si votre cœur est en train d'avoir un problème, votre rôle n'est pas de souffrir en silence comme un homme courageux. Votre rôle, c'est d'agir assez vite pour rester en vie. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, je peux vous dire ceci. Dans une vraie urgence, les gens ne montent pas au niveau de leurs bonnes intentions. Ils retombent au niveau de leur préparation. Et c'est précisément pour cela que ce sujet est si important pour les adultes plus âgés. Si vous savez déjà quoi faire, vous avez beaucoup moins de chances de paniquer. Si vous paniquez moins, vous perdez moins de temps. Et quand il s'agit du cœur, le temps compte. Aujourd'hui, je veux donc vous expliquer 7 gestes simples que toute personne âgée devrait connaître si un infarctus survient alors qu'elle est seule. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas théâtral, ce sont des mesures concrètes qui peuvent vous faire gagner des minutes précieuses, limiter les dégâts et donner au secours une meilleure chance de vous sauver. Et j'aimerais vraiment que vous restiez avec moi jusqu'au bout, parce que certains des gestes les plus importants sont précisément ceux que les gens oublient au milieu de la peur. Commençons par le premier et le plus important. Appelez immédiatement les secours. Pas dans 10 minutes, pas après un verre d'eau, pas après vous être allongé juste pour voir. Immédiatement. Si vous ressentez une forte pression dans la poitrine, une douleur qui irradie dans le bras, le dos, le cou ou la mâchoire, un essoufflement brutal, une sueur froide, des vertiges ou une nausée inhabituelle et inquiétante, considérez qu'il peut s'agir d'un infarctus jusqu'à ce qu'un médecin vous dise le contraire. Ne perdez pas votre temps à faire votre propre diagnostic depuis le canapé. C'est là que les gens se mettent en danger. Ils négocient avec les symptômes. Ils se disent que c'est de la digestion. Ils se disent que c'est de la fatigue. Ils se disent que c'est le stress. Ils se promettent d'attendre encore un peu. Et pendant chaque minute d'attente, le muscle cardiaque peut manquer de sang. Je veux que vous preniez cette décision maintenant, avant qu'une urgence n'arrive un jour. Si vous ressentez ces signes d'alerte, vous appelez d'abord. Vous ne débattez pas d'abord. Vous n'allez pas chercher sur Internet d'abord. Vous n'appelez pas un proche pour lui demander son avis avant tout. Vous appelez les secours. Cette seule décision peut vous sauver la vie. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont grandi avec l'idée qu'il ne fallait pas se plaindre, qu'il ne fallait pas déranger, qu'il fallait encaisser. Cet état d'esprit peut devenir très dangereux lors d'une urgence cardiaque. Un infarctus ne se soucie pas de votre politesse. Il se soucie de savoir si vous bougez assez vite. Alors si les symptômes arrivent, prenez le téléphone et appelez. Puis vient la deuxième étape. Si vous avez de l'aspirine à portée de main et que vous n'y êtes pas allergique et qu'aucun médecin ne vous a dit de l'éviter, mâchez-la. Ne l'avalez pas entière, mâchez-la. C'est important parce que lors de nombreux infarctus, un caillot bloque le flux sanguin vers le cœur. L'aspirine peut aider à réduire la coagulation et le fait de la mâcher accélère son passage dans l'organisme. Et cette vitesse compte quand chaque minute est précieuse. Maintenant, je veux être responsable et direct. Si vous êtes allergique à l'aspirine, si vous avez un trouble de la coagulation, des antécédents de saignements importants, ou si votre médecin vous a expressément dit de ne pas en prendre, sautez cette étape. Dans ce cas, concentrez-vous sur l'appel au secours, sur le calme et sur les consignes qu'on vous donnera. Mais si l'aspirine est sans danger pour vous, c'est une des choses les plus intelligentes à garder chez vous, dans un endroit facilement accessible. Pas au fond d'un placard. Pas à l'étage si vous passez vos soirées au rez-de-chaussée. Accessible, visible, prête. Les personnes préparées s'en sortent mieux dans les urgences,
parce qu'elles éliminent les petits obstacles avant que la crise n'arrive. La troisième étape est simple, mais beaucoup de gens la négligent. Déverrouillez votre porte et gardez votre téléphone avec vous. Cela semble presque trop basique, mais dans une urgence, les petits obstacles deviennent de grands obstacles. Si les secours arrivent et que la porte d'entrée est fermée à clé, ces minutes supplémentaires comptent. Si votre téléphone est posé plus loin, branché dans une autre pièce ou resté à l'autre bout de la maison, ces quelques pas peuvent déjà être de trop. Alors, après avoir appelé les secours, déverrouillez la porte si vous pouvez le faire sans vous épuiser. Puis, asseyez-vous près de l'entrée si possible, ou à l'endroit le plus sûr pour vous. Gardez votre téléphone dans la main ou en haut-parleur juste à côté de vous. Réfléchissez à ce que cela permet. Vous devenez plus facile à atteindre. Les secours entrent plus vite. La ligne reste ouverte si on a besoin de vous parler de nouveau. Et vous réduisez le risque de vous effondrer loin de l'entrée ou loin du téléphone. Beaucoup de seniors vivent seuls et ont l'impression de devoir tout gérer eux-mêmes. Mais ce n'est pas le moment de gérer, c'est le moment de dégager le chemin pour le secours. La quatrième étape consiste à rester assis, le buste relevé, et à desserrer ce qui vous serre. Si vous avez une douleur thoracique importante ou des difficultés à respirer, ne vous allongez pas complètement sauf si les secours vous le demandent. Rester assis, le dos soutenu, peut faciliter la respiration et réduire une partie de la contrainte sur l'organisme. Desserrez un col trop serré, desserrez une ceinture, retirez tout ce qui comprime la poitrine ou la taille. Vous cherchez à donner de l'espace à votre corps, de l'espace pour respirer, de l'espace pour faire circuler l'air, de l'espace pour rester aussi stable que possible pendant que l'aide arrive. C'est particulièrement important pour les personnes âgées qui ont déjà moins d'endurance, des problèmes pulmonaires ou qui paniquent dès que la respiration devient difficile. Une mauvaise position peut empirer toute l'expérience. Une meilleure position peut vous aider à rester plus calme et à garder davantage de contrôle. Je veux que vous visualisiez cela clairement. Vous ne faites pas les 100 pas. Vous ne vous promenez pas dans la maison. Vous n'essayez pas de ranger quelque chose ou de préparer des affaires. Vous êtes assis, soutenu, les vêtements desserrés, le téléphone près de vous, la porte déverrouillée, les secours en route. Voilà la posture de survie. La cinquième étape est celle à laquelle on ne pense pas toujours. Respirez lentement et profondément. La panique est de l'essence jetée sur cette situation. Quand la peur prend le dessus, le corps se remplit d'hormones de stress. Le rythme cardiaque monte, la tension artérielle peut grimper. La respiration devient courte et rapide. Et tout cela peut imposer encore plus de charge à un cœur qui est déjà en difficulté. C'est pour cela que la respiration contrôlée est si importante. Je veux que vous inspiriez lentement par le nez si vous le pouvez, en laissant le ventre se soulever plus que la poitrine. Puis expirez lentement par la bouche, en essayant d'allonger un peu plus l'expiration que l'inspiration. Rien de forcé, rien de spectaculaire, juste une respiration régulière. Votre seul travail, c'est de rendre la prochaine respiration calme, puis la suivante, puis encore la suivante. Cela fait deux choses très utiles. Cela aide à faire entrer l'oxygène, et cela donne aussi à votre esprit une tâche simple qui l'empêche de partir dans tous les sens. La peur veut disperser vos pensées. La respiration les rassemble. Elle dit au système nerveux « Reste ici, reste organisé, tiens bon ». Et je veux vous dire quelque chose qui peut aider certains d'entre vous. Être calme ne veut pas dire ne pas avoir peur. Être calme, cela veut dire que vous dirigez votre peur au lieu de la laisser vous diriger. Vous pouvez être terrifié, et cela reste normal. Mais vous pouvez quand même respirer lentement. Vous pouvez quand même suivre le plan. La sixième étape est tout aussi importante que les autres. Restez immobile. N'essayez pas de marcher pour voir si cela passe. N'allez pas monter à l'étage. N'allez pas chercher un sac. N'allez pas vous habiller correctement. N'allez pas nourrir le chien.
N'allez pas ouvrir vous-même le portail si cela vous demande un effort. Une fois les secours appelés et une position sûre trouvée, restez là. Tout mouvement inutile augmente le travail du cœur. Pendant un infarctus, le cœur lutte déjà. Il n'a pas besoin qu'on lui ajoute une montée d'escalier, des allers-retours dans la maison ou une agitation dictée par la peur. Cette étape est difficile pour beaucoup de personnes, surtout pour les personnes fortes et indépendantes. Elles veulent faire quelque chose. Elles veulent garder le contrôle en restant actives. Mais dans cette situation, l'immobilité n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Je l'ai vu dans des environnements de haute pression. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas toujours les plus durs. Ce sont souvent ceux qui arrêtent d'aggraver la situation. Donc, après avoir fait l'essentiel, faites moins. Respirez davantage. Attendez les secours. Il reste une dernière étape que je veux évoquer avec prudence. Si vous sentez que vous allez vous évanouir avant l'arrivée des secours, certaines personnes ont entendu parler d'une toux forte et répétée pour essayer de rester consciente. Je veux être très clair, ce n'est pas un traitement. Ce n'est pas un remplacement à l'appel des secours. Ce n'est pas quelque chose sur quoi compter à la place d'une vraie prise en charge médicale. Mais si votre vision se rétrécit, si votre tête devient très légère, et si vous sentez que vous êtes en train de perdre connaissance avant l'arrivée de l'aide, tousser fortement peut parfois aider à rester éveillé pendant un très court moment. Encore une fois, ce n'est pas le plan principal. Le plan principal reste simple. Appelez immédiatement. Prenez de l'aspirine si elle est sûre pour vous. Déverrouillez la porte. Gardez votre téléphone. Asseyez-vous le buste relevé. Respirez lentement et restez immobile. Voilà le cœur du plan. Et maintenant, je veux rassembler tout cela dans l'ordre exact que je veux que vous reteniez. Vous sentez les signes d'alerte. Vous appelez immédiatement les secours. Si l'aspirine est sans danger pour vous, vous la mâchez. Vous déverrouillez la porte. Vous gardez votre téléphone avec vous. Vous restez assis, le buste relevé, et vous desserrez ce qui vous serre. Vous respirez lentement et profondément. Vous restez aussi calme et immobile que possible. Voilà la séquence, simple, claire, répétable. Et cette idée de répétition est essentielle, parce que dans une crise, vous n'avez pas besoin de 7 idées éparpillées. Vous avez besoin d'une petite carte de survie que votre esprit pourra suivre même sous le stress. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose d'autre, tout aussi important. La préparation commence avant l'urgence. Connaissez-vous votre adresse assez bien pour la donner rapidement si vous êtes effrayé? Gardez-vous votre téléphone près de vous la nuit? Avez-vous de l'aspirine chez vous si votre médecin estime que c'est sûr pour vous? Votre porte d'entrée est-elle facile à déverrouiller? Vos proches ou vos voisins savent-ils que vous vivez seul? Portez-vous un dispositif d'alerte si votre risque cardiaque est important? Ce ne sont pas des questions spectaculaires, mais ce sont exactement les questions qui font qu'une urgence se passe mieux. La plupart des gens ne se préparent pas, parce qu'ils supposent qu'ils réfléchiront clairement le moment venu. Mais la peur change les gens, la douleur change les gens. L'âge ralentit parfois les réactions. C'est précisément pour cela que la préparation compte. Elle réduit le nombre de décisions à prendre quand la pression est maximale. Et si vous avez déjà eu des problèmes cardiaques, de l'hypertension, du diabète, un AVC, un cholestérol élevé ou de forts antécédents familiaux, cette préparation devient encore plus importante. Non pas pour vivre dans la peur, pour vivre prêt. Être prêt, ce n'est pas être anxieux. Être prêt, c'est garder l'aspirine là où vous pouvez l'atteindre. Être prêt, c'est connaître le numéro d'urgence. Être prêt, c'est garder le téléphone près de vous. Être prêt, c'est ne pas gaspiller de temps à faire semblant que des symptômes sérieux ne sont rien. C'est ainsi qu'un adulte augmente ses chances de survie, pas avec le déni, avec la préparation. Je veux aussi parler à ceux qui minimisent leurs symptômes, parce qu'ils ne veulent pas inquiéter leurs enfants ou déranger qui que ce soit. Écoutez-moi bien, une fausse alerte est toujours préférable à un retard fatal. Les gens qui vous aiment préféreront toujours que vous appeliez et que vous ayez eu tort, plutôt que vous restiez silencieux avant de vous effondrer seul.
Alors ne cherchez pas à protéger les autres de votre urgence en la cachant. Ce n'est pas de la bonté, c'est un risque. Protégez-vous en agissant. Et pour ceux qui m'écoutent et qui vont bien aujourd'hui, tant mieux. C'est justement maintenant qu'il faut apprendre cela. Pas plus tard, pas après un malaise, pas après un passage à l'hôpital. Apprenez-le pendant que votre esprit est calme et parlez-en avec ceux que vous aimez. Revoyez-le une fois, notez-le si nécessaire. Gardez-le assez simple pour pouvoir vous en souvenir sous pression. Parce que lorsqu'une personne survit à une urgence, ce n'est souvent pas parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'elle a fait quelque chose d'ordinaire, assez vite et dans le bon ordre. Voilà le but. Pas la panique, pas la perfection, juste les bons gestes au bon moment. Alors je veux vous laisser avec ceci. Si vous pensez un jour être en train de faire un infarctus alors que vous êtes seul, n'attendez pas d'être certain. Appelez les secours. Mâchez de l'aspirine si c'est sûr pour vous. Déverrouillez la porte. Gardez le téléphone près de vous. Restez assis, le buste relevé. Respirez lentement. Restez immobile. Voilà votre rôle. Votre rôle n'est pas d'être dur. Votre rôle n'est pas de rester silencieux. Votre rôle n'est pas de tout comprendre seul. Votre rôle, c'est de gagner du temps et de laisser l'aide arriver jusqu'à vous. Et si personne ne vous l'a dit aussi directement, laissez-moi vous le dire maintenant. Être préparé n'est pas être négatif, c'est être sage. C'est l'une des choses les plus respectueuses que vous puissiez faire pour votre propre vie. Vous n'êtes pas sans défense, vous n'êtes pas sans pouvoir. Et dans une urgence, les premières minutes peuvent encore vous appartenir si vous savez quoi faire. Apprenez ces gestes, gardez-les près de vous, et soyez prêts à vous en servir.